Bienvenue sur la chaîne Soins et Nature. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet vraiment important qui concerne énormément de monde. La ménopause et la périménopause. Oui, et notre objectif, c'est vraiment de démystifier tout ça. Exactement. On va le dire tout de suite, histoire de poser les bases. Ce n'est pas une maladie, c'est une étape de vie, une transition naturelle inévitable. Et pourtant, elle est encore tellement entourée de non-dits, de clichés. Ce qui est frappant quand on garde les chiffres, c'est que ça touche 3 femmes sur 4. C'est colossal. 3 sur 4. C'est une expérience quasi universelle en fait. Voilà. Donc notre mission aujourd'hui, c'est un peu de faire le tri, d'offrir un guide clair, sans tabou, qu'on ait 35, 45 ou 55 ans. Parfait. Alors, décortiquons ça ensemble. La première chose qui m'a vraiment surpris, c'est que la ménopause, ce n'est pas un événement soudain. Ce n'est pas un interrupteur on-off. Non, pas du tout. C'est l'idée reçue la plus tenace. C'est un processus, un très long cheminement qui se fait en plusieurs étapes. Voilà, c'est ça, plusieurs étapes. La première, c'est la périménopause. Exactement. On peut aussi l'appeler préménopause. C'est vraiment la phase de transition qui précède l'arrêt total des règles. Et c'est là que j'ai eu un petit choc en lisant les sources. Ça commence en moyenne vers 45 ans. Mais ça peut démarrer bien avant, parfois dès 35 ans. Oui, à 35 ou 40 ans. Et à cet âge-là, on est à des années-lumière de penser que le processus est déjà enclenché. La surprise est totale pour beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps à ce moment-là? Le mécanisme est très progressif. Les ovaires, ils n'en s'arrêtent pas net. Ils commencent juste à se fatiguer, si on peut dire. D'accord. Du coup, la production d'œstrogène, l'hormone féminine clé, elle commence à fluctuer et à baisser, mais tout doucement. Et cette phase, elle dure en moyenne 4 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans pour certaines. 10 ans. Et comment est-on censé le savoir? C'est quoi le tout premier indice, le signal d'alarme? Le signe avant-coureur le plus fiable, et souvent celui qu'on ignore, ce n'est pas la bouffée de chaleur, c'est bien plus subtil. Ce sont les cycles menstruels qui deviennent irréguliers. Ils peuvent devenir plus courts, puis s'allonger, sauter un mois. Le flux aussi peut changer complètement. C'est ça le vrai premier signal que l'horloge hormonale se dérègle. Je vois. On peut facilement mettre ça sur le compte du stress, de la fatigue. Et passer complètement à côté, exactement. Donc ça, c'est la périménopause. Et ensuite, on arrive à la ménopause elle-même. Comment on sait qu'on y est officiellement? Alors là, la définition médicale est très stricte. On considère qu'une femme est ménopausée quand elle a passé 12 mois consécutifs sans avoir ses règles. 12 mois, pas 11, vraiment 12. Pas 11, c'est la confirmation que les ovaires ont cessé de fonctionner. En France, l'âge moyen pour ce cap, c'est 51 ans. D'accord. Et la troisième phase, la post-ménopause, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est fini, les symptômes disparaissent? Pas tout à fait. La post-ménopause, c'est simplement toute la vie qui suit. La bonne nouvelle, c'est que les symptômes comme les bouffées de chaleur, oui, ils ont tendance à s'estomper. Ouf! Par contre, et ça c'est un point crucial, c'est une période où la vigilance médicale doit augmenter. La carence en œstrogène sur le long terme expose à des risques, notamment l'ostéoporose pour les os et les maladies cardiovasculaires. Le suivi devient plus préventif, en quelque sorte. C'est exactement ça. Ok, la chronologie est beaucoup plus claire, mais parlons de ce qu'on ressent. Parce que la liste des symptômes possibles, elle est vertigineuse. Au-delà du cliché de la bouffée de chaleur, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est là qu'on comprend que les oestrogènes sont de vrais chefs d'orchestre. Quand leur niveau baisse, ça déclenche une cascade de conséquences. Pour commencer par le plus célèbre, oui, les bouffées de chaleur. Les chiffres sont énormes. 60 à 80% des femmes sont touchées. Ce n'est pas juste avoir un peu chaud, d'après ce que j'ai lu. C'est une vague de chaleur soudaine, intense. Poitrine, cou, visage, avec transpiration, palpitations. C'est ça. Ça peut ressembler à une petite crise de panique physique. Et la nuit, ce sont les sueurs nocturnes. On peut se réveiller trempé, devoir se changer. Et le sommeil est complètement haché, j'imagine. Complètement. Et là, on entre dans un cercle vicieux. Fatigue, stress le jour, ce qui peut aggraver les symptômes la nuit. Un autre point qui angoisse beaucoup, la prise de poids. Les sources parlent d'une vraie métamorphose de la silhouette. Oui, et c'est très spécifique. C'est hormonal. On observe un passage d'une silhouette en poire, avec la graisse sur les hanches, à une silhouette en pomme. La graisse qui vient se loger sur le ventre. Exactement, autour de l'abdomen. Et le mécanisme derrière ça est assez redoutable. Si je résume, le métabolisme ralentit, donc on brûle moins, le corps stocke le sucre plus facilement, et le cortisol, l'hormone du stress, augmente et favorise ce stockage de graisse abdominale.
C'est une triple peine métabolique, c'est une image très juste. Et le vrai danger de cette graisse, ce n'est pas l'esthétique, c'est une graisse viscérale qui entoure les organes et qui est inflammatoire. Voilà. Elle augmente les risques de diabète de type 2, d'hypertension. Le tour de taille devient un vrai marqueur de santé. Abordons un sujet plus intime, mais essentiel. La sécheresse vaginale et les troubles urinaires. C'est un des symptômes les plus fréquents et pourtant un des plus tabous. La chute des œstrogènes atrophie les muqueuses. Elles s'amincissent, deviennent moins lubrifiées. Ce qui provoque de l'inconfort, des douleurs. Oui, des démangeaisons. Et les rapports sexuels peuvent devenir douloureux. Et ça affecte aussi la vessie, avec des infections urinaires à répétition ou des envies plus fréquentes. Ça impacte vraiment la qualité de vie. On voit que tout est lié. Mais l'impact n'est pas que physique. Parlons de l'aspect psychologique. Ça m'a frappé de voir à quel point les répercussions sur la santé mentale sont profondes. Elles sont majeures. Les œstrogènes ont un rôle sur les neurotransmetteurs du bien-être comme la sérotonine. Quand leur niveau chute, c'est comme si on enlevait un filtre protecteur. D'où l'irritabilité, l'hypersensibilité. Oui, pleurer pour un rien, ressentir une tristesse de fond. Et l'anxiété. J'ai lu ce fait incroyable. Beaucoup de femmes vivent leur toute première crise de panique à cette période. C'est très angoissant parce que ça arrive de nulle part. Les palpitations d'une bouffée de chaleur peuvent être interprétées comme une crise cardiaque et ça déclenche la panique. Le cocktail hormones, fatigue, stress est un terrain très fertile pour ça. Et ce fameux brouillard mental, le brain fog, l'impression d'être dans du coton, les trous de mémoire, ça doit être terrifiant. C'est une des expériences les plus déstabilisantes. C'est primordial de savoir que c'est un symptôme hormonal reconnu et dans la plupart des cas temporaire. Ça rassure de le savoir. Mais oui, c'est une source d'inquiétude majeure. D'ailleurs, sur ce point, il y a des pistes intéressantes, comme un champignon, l'éricium, qui semble prometteur pour soutenir les fonctions nerveuses. D'accord. Face à ce tableau, on pourrait se sentir démuni. Heureusement, il existe une immense boîte à outils pour mieux vivre cette période. Absolument. La clé, c'est une approche globale, personnalisée. Et les deux piliers, les fondations, c'est l'alimentation et l'activité physique. Dans l'assiette, on met quoi en priorité? Priorité numéro 1, les protéines, pour lutter contre la fonte des muscles. Numéro 2, les fibres, au moins 30 grammes par jour. Et bien sûr, le duo calcium-vitamine D pour les os et les oméga 3 pour le cœur et l'humeur. Est-ce qu'on évite? Le sucre, l'alcool, la caféine. Ce sont des déclencheurs connus de bouffées de chaleur. Et pour le sport, la combinaison gagnante, c'est un trio. Endurance, renforcement et souplesse. Du cardio pour le cœur, du renforcement musculaire au moins 3 fois par semaine, c'est non négociable. Et du yoga ou du pilate pour les articulations et le stress. C'est prouvé que ça réduit les bouffées de chaleur. Oui, ça réduit leur intensité et c'est l'arme la plus efficace contre la graisse abdominale. Ok, ça c'est la base. Et du côté des plantes, Ah, la phytothérapie. il y a des certitudes. La sauge officinale, par exemple, est reconnue par l'Agence européenne des médicaments contre la transpiration excessive. Ah, d'accord. Pour le stress et le sommeil, on a la mélisse, la verveine. Il y a des pistes très intéressantes, comme une étude récente sur le cassis pour son effet anti-inflammatoire sur les articulations. Et les fameux phytoœstrogènes, le soja, le trèfle rouge. C'est efficace, hein? Il faut être très prudent avec les plantes à action hormonelle en cas d'antécédents de cancers hormonodépendants. Il faut un avis médical. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. Et un mot sur les champignons adaptogènes, comme le reishi ou le cordyceps. C'est une approche complémentaire passionnante. Le reishi est super pour apaiser et améliorer le sommeil. Le cordyceps, c'est plus syntonique pour l'énergie. Et l'éricium, comme on l'a dit, pour le soutien cognitif. Revenons à la sexualité. Pour la sécheresse, les douleurs. Concrètement, on fait quoi? Il y a plusieurs étapes. Le plus simple, les lubrifiants à base d'eau ou d'acide hyaluronique. Ensuite, il y a les hydratants vaginaux pour un effet plus durable. Et si ça ne suffit pas, il existe des traitements locaux à base d'œstrogènes, sur prescription. C'est très efficace et très sûr. Et un conseil clé, maintenir une activité sexuelle régulière, ça aide à préserver la souplesse des tissus. On arrive au sujet qui fâche un peu. Le traitement hormonal substitutif, le THS, il a une réputation terrible. Que disent les données aujourd'hui? J'ai lu ce concept de fenêtre thérapeutique. C'est le point le plus important à comprendre. D'abord, le THS reste le traitement le plus efficace contre les symptômes très invalidants. Point. D'accord. Ensuite, les risques. Oui, ils existent. Mais, et c'est un mais majuscule, tout dépend de l'âge auquel on commence. Expliquez-nous cette fameuse fenêtre.
La fenêtre d'intervention, c'est dans les 10 ans qui suivent le début de la ménopause, et idéalement avant 60 ans. Si on commence le traitement à ce moment-là, pour une durée d'environ 5 ans, les bénéfices l'emportent très très largement sur les risques. Alors que commencer plus tard? Commencer à 65 ou 70 ans, là la balance bénéfice-risque devient défavorable. Le timing est absolument crucial. C'est beaucoup plus nuancé que le pour ou contre qu'on entend partout? Complètement. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines femmes, ça peut être une libération. Si on devait résumer, je retiens d'abord que la ménopause, c'est une transformation, ce n'est pas une fin. Exactement. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas de solution unique, mais une approche sur mesure. Il faut piocher dans la boîte à outils. Nutrition, sport, plantes et si besoin, les options médicales. Voilà, en discuter sans tabou. Et finalement, l'importance de s'écouter, de ne pas accepter de souffrir en silence. Mais il me reste une question plus large. On a parlé de biologie, de solutions, mais comment ça se fait qu'un processus qui concerne la moitié de l'humanité soit encore vécu si souvent dans la honte, le secret? Pourquoi c'est encore si tabou? C'est une excellente question. Ça montre que le chemin à parcourir n'est pas seulement médical, il est aussi culturel. Une question à méditer. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. À bientôt chez Soins et Nature.